Donc on voit bien que tout est lié et qu'on a effectivement en face de nous une grosse infrastructure de lobby de capitalistique qui n'est là que pour capter tout ce qu'elle peut capter d'intéressant à un prix la plupart du temps largement en dessous de ce que ça vaut. Je parle pour la nature notamment, on capte le bois, l'eau, tout ce qui est intéressant et qui peut faire beaucoup de sous, on le capte pour zéro. Justement, tout naturellement, on va glisser sur l'histoire du TAFTA. Oui, pour revenir au TAFTA, oui. Hein, alors, ça fait partie effectivement de la suite logique de ces gros groupes industriels et financiers, bien sûr, puisque tout est lié, qui veulent encore capter des endroits où ils n'avaient pas encore mis les pieds. C'est-à-dire, par exemple, toute la partie publique des États, c'est-à-dire tout ce qui est défini comme un bien public et qui est financé par les États, et donc c'est des marchés relativement importants qui jusqu'à présent ils n'avaient pas beaucoup de possibilités de rentrer dans ces marchés, parce que c'était des marchés fermés sur l'État qui définissait que sur un rayon déterminé, on avait quelques entreprises locales, on les mettait en soumission sur ce dossier-là, et ça restait relativement local. Eux, ils veulent capter tous ces marchés supplémentaires pour lesquels pour le moment ils n'ont aucune solution. Et comme effectivement l'objectif, notamment en Europe, d'aller créer de nouvelles autoroutes, créer de nouvelles infrastructures, on va parler de NDDL, nouveaux aéroports, alors que c'est le contraire qu'il faudrait faire, exactement. Tout ça, Notre-Dame-des-Landes. Tout ça font des marchés qui, en théorie, restent captifs par l'État et les entreprises qui sont locales. Ce fameux TAFTA et le CETA canadien-Europe sont des marchés qui vont permettre justement à des entreprises étrangères de venir investir, sous prétexte d'investir, d'avoir la possibilité justement de pouvoir soumissionner sur ces marchés-là avec les mêmes conditions que les autres. C'est-à-dire si par exemple une université dit je vais financer cette école ou cette université avec X millions pour qu'elle démarre, etc. Une université américaine pourra venir et demander exactement les mêmes subventions en disant mais vous n'avez pas le droit de faire de discrimination entre deux gens qui veulent faire la même chose sur votre marché. Donc résultat des courses, comme on sait que les capitalistes ont beaucoup d'argent pour faire le truc, ils peuvent le faire sans avoir besoin de subventions, mais en plus s'ils peuvent capter les subventions de l'État pour le mettre encore un peu plus bas, ils vont le faire. Alors l'État il n'a plus que deux solutions, soit il enlève toutes les subventions aux entreprises françaises qui jusque-là pouvaient en bénéficier, soit il leur donne la même truc. Mais comme on est dans un pays exsangue au niveau du débit financier qu'on a, du déficit financier qu'on a, résultat des courses, ce qu'ils vont faire, c'est supprimer toutes les subventions. C'est ce qui est en train de se passer un peu partout. On voit bien que les associations, les trucs qui faisaient un boulot considérable sur le truc, la culture déjà est complètement... Elle est complètement zigouillée, il n'y a plus de subventions. Les maires les dotations que l'État devait leur donner en compensation, ils vont les supprimer aussi. Donc les maires vont plus pouvoir faire grand-chose. Donc résultat des courses, tout le monde va se retrouver confronté à une concurrence totalement déloyale, contrairement à ce qu'ils nous disent qu'en ouvrant le marché, ça devient une concurrence loyale. Et c'est faux. C'est les gros qui captent les petits. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Les gros captent les petits. Si les petits sont astucieux, qu'ils ont créé quelque chose d'intéressant, ils vont les absorber pour garder l'information pour eux. S'ils sont un peu plus gros et gênants, on va trouver des solutions pour les détruire complètement. Et puis voilà, donc c'est ce qui est en train de se faire. Avec le CETA, qui est quasiment déjà signé. Alors il n'est pas encore signé définitivement puisque le Conseil des ministres européen doit y mettre son veto, enfin sa signature, mais on sait pertinemment que c'est les premiers ministres de chaque État ou c'est les chefs d'État qui vont signer. On sait pertinemment qu'ils sont déjà cul et chemise avec les lobbies à 99%. Il faudrait effectivement qu'on ait un seul État. On n'en a pas parlé tout à l'heure sur l'Europe. Le problème de l'Europe, c'est que le principe de vote est le suivant. On a 28 États et suivant les conditions de vote, c'est tout ou rien. C'est-à-dire si on a les 28 États qui sont pour ou contre, ça va être pour ou contre. Si on est 27 et 1, c'est le 1 qui gagne. Parce que les 27 ne pourront pas imposer au 1. Il faut l'unanimité totale. Parfait. Donc c'est ce qui s'est passé pour les gaz de schiste. Il y a un seul pays qui est pour,
Même si les 27 autres sont contre, ça passera. C'est-à-dire Ça que dépend de la question, ça dépend du sens de la question. c'est-à-dire ça va se passer de cette façon-là, c'est comme ça s'est passé pour les gaz de schiste et comme c'est en train de se passer pour les OGM, puisqu'on n'a pas le consensus global des 28, chacun fait ce qu'il veut dans son pays. Donc vous avez le droit de faire une opposition aux OGM dans votre pays, sauf que si en Belgique, l'autre il dit ben moi m'en fous, je fais des OGM parce que ça va me rapporter, eh ben on est coincé parce qu'à un moment donné, on sera pollué par les OGM des Belges. Et vice versa, hein, avec les autres pays qui pourront faire. Donc personne ne gagne dans cette histoire, sauf Monsanto. on en revient toujours au même nom. Hein. On revient toujours au même. C'est incroyable. Hein. Voilà. Peu importe le sujet, On revient toujours aux gros, très gros lobbies qui sont là et puis qui sont croisés, parce que quand on parle de Monsanto, on parle aussi de tous les groupes chimiques, pharmaceutiques et compagnie qui sont totalement liés. Hein, c'est croisé. Et pétroliers, bien entendu, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc ils ont des actions croisées entre les uns et les autres. Il y a un document qui est sorti d'ailleurs où on voit les interactions entre les ramifications entre les différents trucs. C'est gigantesque, quoi. C'est impressionnant même quand on voit ça. Ça pose question sur la liberté d'entreprendre. Ça pose question sur la liberté d'entreprendre pour un petit entrepreneur. Là, c'est clair que... Peut-être que l'écrasement d'impôts, de taxes du petit entrepreneur est justement fait exprès pour le décourager et l'obliger de devenir salarié même d'un grand groupe. Moi je suis petit artisan, je pense pas. Je suis pas contre les impôts et les taxes. Le problème d'abord c'est ce qu'on en fait. Le problème n'est pas l'impôt, c'est ce qu'on en fait. Et pour moi le problème n'est pas là. Le problème c'est l'évidence même, ça se voit mais vraiment dans tous les domaines, c'est la réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe sort des réglementations qui sont impossibles à mettre en place pour des petites entreprises. Et aujourd'hui, absolument tous les secteurs d'activité sont touchés. Vous avez tous les notaires, les pharmaciens, ils ont manifesté il y a 2-3 mois, ils étaient à Paris, ils ont manifesté parce qu'aujourd'hui, on est en train d'ouvrir les capacités à n'importe qui demain pourra faire les documents que faisaient les notaires. Les médicaments pourront être vendus, en tout cas certains pourront être vendus n'importe où. Voilà. On est en train de casser des niches qui valaient ce qu'elles valaient. Mais au moins on était sûr du trajet. Quand on savait qu'un médicament qui allait être fabriqué, c'était un médicament qui avait été normalement testé en principe, hein, qu'il allait être vendu par des pharmaciens qui étaient des gens compétents, qui n'allaient pas vous vendre n'importe quoi, notamment des médicaments qui ne vont pas l'un avec l'autre. Aujourd'hui, ça va être vendu en grande surface. C'est toujours pareil. Le but, c'est de casser toutes les niches pour que les entreprises puissent vendre tout, n'importe quoi, que ça leur appartienne et qu'il n'y ait plus de législation qui les empêche de faire du business. Le mot business est un sale mot, c'est un gros mot, c'est un mot terroriste, c'est du terrorisme social. Faire du business aujourd'hui, les grands businessmen pose la question de la légalité de ces pratiques justement. Mais ils les rendent légales justement, ils les rendent légales par la réglementation. La réglementation qui met en place. Par exemple, aujourd'hui, vous allez dans des maisons qui datent des années 1900, elles vont avoir 4 disjoncteurs et elles vont frigo, télé, machin, monter sur du 2,5 en câble. Voilà. Et vous allez aujourd'hui faire une maison ou un appartement qui est une personne, 5 personnes, il faudra 4 prises par pièce. Il faudra déranger le disjoncteur à n'en plus vouloir. Il va falloir maintenant mettre des calculateurs d'ampérage. Il va falloir mettre des... Mais les tableaux aujourd'hui, ils sont comme ça, ils sont sur 5 rangées, c'est terminé, vous pouvez plus faire. Pourquoi ? Pour vendre la norme. Continuer à consommer. Pour que ce soit cher, pour qu'on consomme, pour qu'on achète du cuivre, pour qu'ils aient le monopole. Il faut on a le même problème à ce moment-là. Et c'est pareil pour tout. Les automobiles qui n'arrivent pas à être vendues. Bien sûr. Et on fait la chasse aux pollueurs. Le but c'est de réglementer un maximum pour que je peux pas, mais moi je sais réglementer parce que moi j'ai les moyens, moi j'ai les bureaux, j'ai les avocats. Toi tu peux pas, t'as pas les bureaux, t'as pas les avocats, tu meurs. Voilà, c'est à la vie et à la mort. Donc on réglemente et on dit voilà, il faut être ISO machin truc, ISO truc bidule, ISO machin chouette, tu peux pas, dégage. Donc on tue comme ça les petites entreprises et on centralise. On recentralise au maximum. La possession au lieu de faire le contraire. Voilà. Mais il y a une dichotomie parfaite avec ça parce que en fait le problème il est quand même totalement lié à l'énergie.
sans énergie, la consommation, elle va s'effondrer, obligatoirement. Et l'énergie, elle est très limitée sur la Terre aujourd'hui. Que ce soit le charbon, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, même si on arrive à aller chercher des trucs très profondément, il n'y en a pas pour la vie des rats. 100 ans, grand maximum. Et encore, certains spécialistes disent, dans 50 ans, on aura déjà beaucoup de mal. Parce que, encore une fois, alors les gens nous disent tranquillement, oui, mais vous ne pouvez pas reprocher aux Africains ou aux Chinois de vouloir vivre comme nous. Oui, c'est pas là le problème. Le problème, c'est nous, à essayer de revivre un peu moins... on oblige à vivre comme nous pour consommer. Or, cette consommation, elle a une limite. On ne pourra pas aller au-delà de cette limite, c'est pas possible. Et plus on attend, et plus ça va être difficile, plus le choc va être dur. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être que les gens attendent le choc, ils vont attendre ce choc. Nous, on est plutôt partisans de dire, est-ce qu'on ne commence pas à s'organiser maintenant pour pallier à ce choc, ou tout au moins pour essayer de l'amortir, en disant, on va prendre d'autres options, on va prendre d'autres choses, dont l'autonomie énergétique, parce que sans énergie, on ne peut pas faire grand-chose, ni de la nourriture, ni grand-chose, hein, donc il faut bien qu'on en ait quand même un peu, et il faut qu'on trouve des solutions qui soient beaucoup plus pérennes dans le temps que la consommation des hydrocarbures. Est-ce que justement le gaspillage, parce que à ce niveau-là ça devient du gaspillage d'énergie Absolument. Et de ressources, des matières premières, ouais, toutes les matières premières, ne vient pas essentiellement de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée? Parce que pour les anciens, elle vient pas de là. On se rappelle des machines à laver ou des choses comme ça qui duraient 25-30 ans, alors qu'aujourd'hui il y a pratiquement la même quantité de matière, mais c'est un appareil qui va durer 5 ans. En fait, c'est le contraire qui est en train de se passer. C'est-à-dire, compte tenu de ce système de consommation à outrance, on a trouvé la formule en disant... L'usine, avant, elle fabriquait un produit qui avait une durée de vie de 15 ans, 20 ans, 25 ans, voire plus pour certains. Maintenant, si on réduit cette truc-là, on va en consommer 2 fois plus, voire 3 fois plus si on fait le truc. Donc cette obsolescence programmée a été inventée justement pour que les usines continuent à tourner à plein régime. Et donc de ce fait-là, ça produit... En gaspillage supplémentaire. Oui, et pourquoi? Cette surconsommation, elle vient de là, probablement. Ah ben, elle a été amplifiée par ça. La consommation depuis le début, ça a bien été de construire des autoroutes pour avoir plus de voitures. C'est de dire aux gens, vous allez travailler là dans une entreprise qui se trouve en zone industrielle qui est à 10 ou 15 km du truc, et puis par contre vous allez habiter aller habiter à la campagne, c'est quand même mieux aller à la campagne. Donc ça oblige à avoir une voiture, voire 2 par couple. Donc tout ça, ça a été calculé et maîtrisé depuis le début. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, il faut toujours construire de plus en plus vite, puisqu'on est toujours sur une exponentialité de consommation. Donc on veut consommer toujours de plus en plus. Donc on vous trouve des gadgets plus ou moins futiles, plus ou moins inutiles à consommer. On prend l'iPad pour ne nommer que celui-là. On en est à la version 6, alors que la génération qui sert à le gérer normalement, qui est, comment on appelle... on est passé de la 3 à la 4 dans la 4G. Ouais. La 4G. Alors que la 4G n'est pas encore opérationnelle sur le plan truc. Mais on est déjà à la 6e génération de trucs qui ne se gérait que le 4G. Donc on achète un appareil qui est très cher et qui n'apporte pas d'avantage par rapport à la 3G. Pour le moment, en tout cas. Donc c'est toujours une fuite en avant, une course en avant. Et donc là, on va à la catastrophe, parce que forcément, à force de gaspiller toute cette énergie... à force de tirer sur l'élastique, il revient sur les doigts. Il va revenir sur les doigts. Ça c'est clair. Mais bon, faut quand même rester optimiste. C'est-à-dire que bien sûr. Il faut rester optimiste parce que ça bouge quand même beaucoup. Moi, je voudrais qu'on quand on devient militant, moi j'ai pas été toute ma vie militant, mais quand on devient militant, ou en tout cas quand on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous et qu'on prend conscience de tout ça, il y a 2 solutions. Soit on n'y va pas parce qu'on a peur justement de l'image du noir qui va en ressortir, et à ce moment-là on reste dans le déni et on se met des œillères et on avance, et de toute façon on est malheureux, et de toute façon il y a un vrai mal-être à vivre quand on refuse de voir la vérité, quand on s'enlève ses œillères et quand on voit ce qui se passe et quand on sait que toutes ces choses-là ne sont pas irréversibles. À ce moment-là on devient beaucoup mieux. C'est-à-dire que le problème qu'on a aujourd'hui, je crois que c'est le problème numéro 1 à mon sens, c'est vraiment personnel, c'est le déni. La grande maladie de ce sexe, c'est le déni. Je ne veux pas voir, je refuse, je sais, je sens, je sais, je perçois, mais je ne veux pas aller voir. Donc je reste chez moi et je me lève, je fais mon travail, je subis la situation parce qu'elle m'apparaît comme étant douce,
mon petit cocon, mon petit machin, parce que si jamais j'allais voir ailleurs, je pourrais voir l'influence que je peux avoir dans mes actes, dans mes pensées, dans mes... En plus, c'est conforté par une chose importante, c'est qu'on a fait croire aux gens que la technologie allait résoudre tous les problèmes. Exactement. Il y a bien des ingénieurs qui vont trouver la solution. Le pétrole et le truc, on va bien trouver le soleil, le machin, le ci, le là. Pour le moment, c'est pas encore bon, mais faisons leur confiance, ils vont trouver. Sauf que pour faire de la nouvelle technologie au niveau où ils en sont, ils ont besoin aussi de beaucoup d'énergie et surtout de terres rares, qu'on appelle les terres rares, qui sont des terres pas forcément rares, mais très difficiles à aller chercher ou très compliquées à maîtriser. Et donc ces terres rares, pour le moment, il n'y en aura pas pour tout le monde. Si on prend par exemple le lithium, on nous explique par A plus B que c'est pas en Colombie, c'est en Amérique du Sud. Je ne sais plus quel pays, c'est un lac entier de sel à 4000 mètres d'altitude, et ce lac représente une quantité de lithium extraordinaire. Sauf que le président de l'État a dit personne ne touche pour le moment, c'est mon truc et je distribuerai si je veux le distribuer, mais pour le moment ça va être à ma façon. Et des gens comme Bolloré qui a conçu sa voiture entièrement électrique, il se retrouve dans la merde parce qu'il voulait prendre des concessions là-bas pour exploiter le lithium et l'autre ne lui autorise pas les quantités qu'il voudrait. Donc il est déjà dans la merde parce qu'il a construit tout son truc là-dessus et que ça ne marchera pas. Et en tout cas ça ne marchera pas pour tout le monde. Les voitures électriques, il ne faut pas se leurrer, il n'y en aura pas pour tout le monde. Un, parce que le prix est horriblement cher, et deux, parce qu'il n'y aura pas de lithium pour tout le monde. Donc c'est encore une fois des guerres potentielles qui existent sur ce domaine-là. Et pendant ce temps, la voiture à air comprimé qui marche, qui fonctionne, que Tata a sorti, on n'en entend pas parler. Voilà. De toute façon, par rapport aux automobilistes, un halo, il y en a, il y a plein de... Il y a plein de solutions. Plein de solutions pour un seul problème. Pour lesquelles effectivement, si on divisait les subventions qu'on alloue aux pétroliers aujourd'hui dans le monde entier, c'est plus de 1000 milliards de dollars officiels. Officieusement, on ne sait pas, parce que les valises et diplomatiques et les offshore et compagnie, on ne sait pas. On ne peut pas savoir, ou tout au moins, on évite de le savoir. Mais 1000 milliards de dollars, vous me le divisez déjà en trois en mettant un tiers pour eux, un tiers pour les énergies renouvelables et un tiers pour la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, il y a bien longtemps qu'on n'en fait plus, nulle part. On utilise des... Hein ? Parce que certainement... non, c'est pas ça. Le remplacement de ces énergies fossiles est déjà là. Les découvertes sont déjà là. Oui. Non, mais elles sont déjà là. Elles sont déjà là. Elles sont même très vieilles. Il y en a qui datent de Tesla. Oui. Elles n'ont pas encore toutes été explorées. Mais on ne fait plus de recherche fondamentale sur ces technologies, on va dire anciennes, mais relativement nouvelles, puisqu'on les a jamais exploitées convenablement. Et puis gênantes surtout. Et puis gênantes parce que forcément. Permet de s'affranchir de justement la découverte de ces. C'est d'ailleurs ce qui a tué Tesla, parce que quand il a découvert l'énergie libre. Il a découvert l'énergie libre Tesla, il a développé. Et quand il est allé voir son banquier lui a dit mais alors si on peut avoir l'électricité gratuite, comment on va faire payer ça? Si l'électricité est gratuite pour tout le monde, s'il y a juste l'investissement à faire et qu'après l'électricité est gratuite, comment on va rentabiliser notre truc? Le banquier il voit tout de suite son problème, il voit tout de suite qu'il ne va pas rentabiliser si c'est gratuit, il n'y a rien à payer. J'ai un investissement. J'ai un investissement. Dans un choix de société. Mais je pense que c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment en train de basculer. Enfin, il faut vraiment aller dans les milieux militants. Moi, vraiment, je peux inviter les gens à y aller. C'est un vrai bonheur. Il faut aller dans les milieux militants et écouter ce qu'ils disent et vérifier, bien sûr, contrebalancer. Et c'est une ouverture d'esprit incroyable et ça rend vraiment. Enfin, ça, c'est le constat. C'est le constat. Voilà. Moi, ça m'a rendu très. C'est le constat qui peut être effectivement perçu comme pessimiste au départ, parce qu'on fait un constat grave de la situation. Et il y a des gens qui se disent on ne peut plus rien faire, on est dans la merde, qu'est-ce qu'on va faire? Non, au contraire, justement, en partant de ce constat, on dit comment on peut réagir, comment on peut faire autrement. Et c'est là la question que les gens posent en disant qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai remarqué ça, les gens qui ne sont pas forcément informés ou conscients de tout ce qui se passe, ils veulent qu'on leur apporte une solution toute faite. Ben oui, parce qu'on les a tellement bercés pendant des décennies pour leur dire vous occupez pas de l'école,
D'abord, la méthode globale ou la méthode semi-globale, vous serez pas compétent pour le faire. Laissez faire les instituteurs. Donc on a séparé l'éducation parentale de l'éducation scolaire. Et comme les parents s'en occupent plus, on s'occupe plus effectivement de la culture, on s'occupe plus du bienséant de vivre ensemble, de dire merci quand il faut dire merci, de dire excusez-moi quand on a fait une connerie, etc. On est devenu très individuel, chacun dans son petit truc, l'autre il me fait chier, j'en ai rien à foutre, voilà, excusez-moi je parle un peu gras, mais bon. Déculturisation totale. Déculturisation totale depuis des décennies. Je sais pas si ça se dit. Si, déculturisation, ouais, tout à fait. Et je le constate moi avec mes petits-enfants, parce que j'ai 6 petits-enfants. À l'école, l'histoire, on leur apprend d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire on passe de Charlemagne à Vercingétorix, puis on remonte à Louis XVI, on remonte à la guerre 39-45, on redescend sur la Grèce et la truc. Ils n'ont plus aucun repère pour savoir quelle est la logique de l'histoire. Comment ça s'est... Il n'y a pas de linéarité logique. Pour reprendre là-dessus, c'est que j'ai vu cette semaine, je suis allé chercher mon petit à la primaire, et il y avait donc l'histoire de France, les grandes dates de l'histoire de France collées au mur. Dernière date importante de l'histoire de France, le 11 septembre. Expliquez-moi en quoi c'est l'histoire de France. C'est impressionnant ce qu'on dit. Expliquez-moi. Et tout ça, c'est du formatage voulu et fait de gré et de force par toutes les autorités qui ont pris le pouvoir depuis la fin de la guerre 39-45. C'est la problématique de la digestion justement de la culture française par la culture américaine. Le soft power. Le seul qui a essayé de ruer dans les brancards, c'est De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle. Il est sorti de l'OTAN, il a expliqué au Canada qu'il fallait qu'il soit libre, parce qu'il voyait bien que le Canada avec les États-Unis c'était la catastrophe assurée. C'est ce qui s'est passé plus ou moins. Et la même chose pour l'OTAN en Europe, etc., etc. Donc cette histoire de nucléaire qui est arrivée en France, voulue et forcée par les nucléaristes de l'époque qui étaient plus ou moins américains, ont forcé le truc en disant il faut qu'on ait notre indépendance avec la bombe, mais qui dit la bombe, il faut la financer, et pour la financer, il n'y a rien de mieux que de faire de l'électricité civile pour faire financer par les consommateurs. Et de préférence, faisons en sorte qu'on fabrique un produit dépendant de l'électricité, le chauffage en l'occurrence, qui est le plus énergivore qui puisse exister et le moins performant possible, de façon à ce qu'on fasse de la consommation. Et donc ça nous impose de mettre 58 réacteurs en route. Ça s'est fait comme ça, par encore une fois les lobbies de l'électronucléaire. Et donc toute la suite est logique par rapport à ça. Là, nous arrivons à la fin de notre entretien parce que le temps passe. C'est peut-être le moment de passer à la conclusion. Alors, la conclusion, on la fera peut-être dans un autre exposé, peut-être, si je me permets. C'est effectivement quelles autres solutions peut-on apporter à ce phénomène-là qu'on subit aujourd'hui. Quelles autres solutions au pluriel, bien sûr. Il y a plusieurs autres solutions qui sont connues, qui sont reconnues. Pour un seul problème. Pour l'ensemble des problèmes, c'est-à-dire que, en fait, on a un problème global. Notre Terre est limitée. Elle a une certaine capacité à nous fournir ce dont on a besoin, que ce soit énergétiquement ou que ce soit énergie, manger, boire, dormir, etc. Et on n'a pas 4 terres pour le faire. Alors on a beau avoir des scientifiques qui nous disent oui, on va aller sur la Lune, on va aller sur Mars, etc. Mais ça, c'est, on peut se poser la question, qui sont les utopistes sur cette Terre ? Parce qu'en fait, des conditions de la Terre, elles sont uniques pour le moment. On n'a pas trouvé une autre Terre qui puisse nous héberger ou qui puisse héberger une partie de notre population. Surtout, on n'a pas les moyens d'aller en dehors. Et pour le moment, on n'a encore pas les moyens d'aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. À part d'envoyer un petit Spoutnik à droite ou à gauche pour aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Mais ça s'arrête à des images et quelques captures de roches sur le truc pour nous donner un semblant de possibilité. Mais on est très très loin de pouvoir y aller. Mais tant mieux. Moi j'ai tant mieux parce que le jour où il trouve la solution pour vivre très longtemps dans l'espace ou sur une autre planète, ça veut dire que la planète Terre est en danger. Non mais en réel danger. Moi je vais aller. Pourvu qu'il trouve pas. Moi je vais aller plus loin que là. Non, moi je vais aller plus loin que là. Je vais dire que tous les militants que nous sommes
sont déjà aux États-Unis considérés comme des terroristes. Tu le sais. Ouais. Nous, si on a été traités de terroristes par, on s'appelle déjà, c'est son nom, mais un député. Les deux députés là. Bon, peu importe, c'est pas grave. Ouais. Tous ces gens qui sont des empêcheurs de tourner en rond du capital et du truc. Complotistes et des terroristes. Je suis persuadé qu'ils vont construire des prisons sur la Lune et qu'ils vont les envoyer là-bas. J'en suis persuadé. J'en veux pas. Non mais tu en veux pas. Non mais ils feront pas ça. Enfin, moi je pense pas. Ah ben. On en parlera. Mais bon, mais comme quoi le débat est ouvert. C'est rentrons en résistance. Il faut se renseigner. Il ne faut pas être dans le déni. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir la vérité. Parce que c'est vraiment en comprenant les choses qu'on élargit sa vision. Quand on a une vision large des choses, les choses s'imbriquent et on s'aperçoit en fait que ça dépend vraiment de nous. Ça dépend vraiment de chacun de nous. Et que, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y en a qu'une seule. Mais vraiment, j'ai beau chercher dans tous les sens, c'est la culture. Je ne vois pas d'autre solution que la culture. Le savoir, la culture, transmission du savoir. Je mets un C majuscule. Savoir et savoir-faire. Il y a tout dedans. Transmission, tradition, le savoir, l'éducation. Enfin, la culture, c'est pas la musique classique, c'est pas. La culture, c'est vraiment la capacité de réfléchir, la capacité de discernement, c'est toutes ces choses-là. Et surtout prendre le temps. Quand on n'aura pas envie aux gens, quand on dira tu parles politique, tu m'intéresses pas, allez, puis on parle de foot, on parle de gonzesse, on parle de bière. C'est sympa tout ça. Le foot m'emmerde, mais la bière et les gonzesses, ça peut être sympa. Mais il y a un moment donné, il faut savoir parler aussi des choses intéressantes. Moi j'ai des enfants de 16, 14 et 8 ans, ils viennent avec moi dans les manifs. Je les aime tout le temps. Je veux qu'ils se rendent compte de ce que c'est que la vie. La vie, c'est pas l'écran vidéo, la télé et les jeux, c'est pas ça la vie. La vie, c'est aussi du combat, c'est aussi de la lutte et c'est de l'apprentissage, c'est de la transmission, c'est du partage. Voilà, c'est des moments qu'on passe comme ça. Il faut vraiment sortir de chez soi. La culture est dans la rue, elle n'est pas à la télé. Il faut vraiment sortir de chez soi, aller comprendre les choses. C'est en comprenant les choses qu'on devient heureux. Et ce n'est pas en étant dans le déni qu'on est heureux. Ça me paraît. Donc voilà, on propose après une prochaine émission éventuellement de parler des solutions alternatives, intelligentes. Alors je sais que toi tu fais quelque chose. Alors, je sais plus la date, c'est le 28 janvier. 26 janvier. 26 janvier, pas 28, 26. À Parmilieu, dans le nord de l'Isère. Voilà. Une visite d'un territoire, enfin d'un terrain, d'un espace complet où on veut effectivement faire la démonstration de toutes ces solutions alternatives pour que tout le monde s'en empare, que tout le monde... Du concret. Quelque chose de visible, concret, en pratique réelle, c'est-à-dire, voilà, on a les résultats, on a fait ça, et voilà les résultats qu'on obtient. Si ça vous intéresse, il n'y a qu'à copier. Si vous ne savez pas faire, eh ben, il y aura des personnes compétentes qui vous aideront à le faire, ou vous leur demanderez de le faire à votre place, excusez-moi pour le micro, ou qui vous aideront, qui vous le feront à votre place, moyennant bien entendu. Voilà, donc après. Ça c'est le 26 janvier. Ça c'est le 26 janvier, c'est la première réunion où sont invités à la fois des élus et des porteurs de projets pour expliquer que sur ce territoire-là, on accepte absolument toutes les choses à condition qu'on reste dans un cadre qu'on aura défini, c'est-à-dire une charte, où on n'utilisera que des matériaux locaux et biosourcés, qu'on utilise. Enfin, oui, local et biosourcé, ça veut dire des produits qui sont recyclables à 100%. Ça peut être de la terre, ça peut être de la paille, ça peut être tout un tas de produits, de la pierre, pourquoi pas. Voilà, tout ça existe. On réinvente pas la poudre. On n'invente rien. On utilise ce qui existe et ce qui est déjà reconnu et déjà mis en presque 2000 ans. Eh oui. Est-ce qu'on nous enlève? Bien sûr. Encore une fois, on a enlevé tout ça. On nous l'a enlevé, voilà. Et on nous l'a remplacé par l'argent. À la place, on nous a mis aller travailler pour gagner de l'argent. Ensuite, on est travaillé. Laissez-nous faire, comme dit la pub RDR. Laissez-nous faire, on s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Les papiers, non, laissez-nous. On va le faire. Voilà. Allez-y, vous allez gratter, consommer et le reste on s'en fout. Ça c'est gravissime. Alors tout ça c'est bien sûr c'est le serpent. La publicité est derrière pour pousser justement à la roue. Donc les chaînes de télévision, les journaux, etc. ne fonctionnent que parce qu'il y a beaucoup de publicité.
vous savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, il n'y a que 3 familles qui détiennent l'ensemble des 98% des journaux en France, c'est uniquement 3 familles. Dassault, Bien sûr. Lagardère, Voilà. Et Bolloré. et la troisième. Non, c'est Bolloré, il est le 4e, mais avec lui on fait 100% du truc. Non, le 3e c'est l'autre très grand, richissime, là, qui a construit le truc en Italie. Ah oui, qui a fait dans son musée à... Voilà. Donc ces gens-là détiennent à la fois des multinationales très importantes qui ont besoin de publicité pour vendre, et de l'armement pour vendre les produits, pour vendre la publicité, et en même temps le journal, pour 2 raisons principales. Un, c'est pour pouvoir faire de la pub de leurs produits, journaux ou télévision, Bouygues. Et le deuxième point, c'est quand il y a une information qui dérange, c'est arrivé d'ailleurs. on l'enlève pour en mettre une autre qui est un peu plus C'est arrivé, c'est Bolloré qui a... gentille, un peu plus lisse, un peu plus voilà. pub du journal Marianne, je crois, parce que Marianne avait fait du mal de lui, alors qu'il était principal, je crois qu'il faisait ses publicités dedans, c'est ça, je crois, de se faire un matin. Enfin, je sais qu'il y a un journal, je vais essayer de retrouver ça, mais il y a un journal, je crois que c'est Marianne, qui s'est fait incendier, ils allaient retirer toutes les publicités qu'il y avait dedans, parce que le principal actionnaire, c'est... Donc le principe qu'on développera dans la prochaine émission, c'est de dire on a toutes ces solutions existent, on les montre et on fait de la formation et des conférences là-dessus pour que tout le monde s'en imprègne et que tout le monde puisse les accaparer et les prendre. Toujours en open source, c'est-à-dire sans royalty, sans rien. Et ça gêne énormément et ça gêne beaucoup. Alors je ne sais pas si on va y arriver parce que là encore une fois on va se confronter aux politiques qui sont plus ou moins maqués avec Pierre, Paul et Jacques dans les grosses industries et les grands trucs. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, il semblerait qu'on ait la région avec nous. On verra après le 26 ce que ça donnera. Là aujourd'hui on est le 17. On est le 17-26, c'est lundi en 8. C'est le 26. 26. Après-midi. Non, pourquoi pas, bien sûr. Ça mérite éventuellement de faire un petit reportage ou un petit truc en live. On n'a rien à cacher, donc. Ah oui, bien sûr. Pourquoi pas, absolument. Avant de terminer, il y a un salon. Ah oui. Tu as parlé au salon Prime Vert. Voilà, le salon Prime Vert qui se tient tous les ans, c'est la 29e édition cette année. Ça se tient à Eurexpo Lyon, c'est le 20, le 21 et le 22 février prochain. Et je vous conseille d'y aller parce qu'effectivement il y a énormément de choses à la fois militantes et à la fois intéressantes pour ceux qui veulent s'alimenter de façon j'allais dire correcte au niveau de l'alimentation bio, vêtements, alimentation, association, voilà. Une présence des associations qui est assez impressionnante. Moi j'ai appris qu'il y avait des gens qui militaient pour vivre sans argent par exemple, ou alors revenu universel, comme ça, c'est très très intéressant. Donc c'est 3 jours, c'est important, 3 jours, en un jour on n'a pas le temps de tout faire, donc après il faut qu'on fasse un choix, ou alors les 3 jours. Donc voilà, donc... alors, est-ce que c'est entrée libre? Alors non, l'entrée est payante, c'est 6 € la journée. Nous, en tant qu'exposants, on a quelques places gratuites qui nous ont été offertes en échange. Comme on est militant et qu'on ne vend pratiquement rien à part quelques badges ou quelques trucs comme ça, on fait pas du business, on fait là juste pour essayer de rentabiliser notre stand. Donc on a quelques places qui nous sont offertes et pour amortir notre investissement, on les revend à moitié prix pour dire si ça intéresse des gens, ils peuvent se mettre en rapport avec nous. Et donc le salon Prime Vert Expo, c'est le 20, 21, 22 février. Et pour les places, il faut les sur Priacé, il faut les sur quoi? Je donnerai éventuellement mon mail ou un truc comme ça, je sais pas comment. On peut le faire par le Criacé, non? On peut pas le faire sur le site du Criacé? Non, le site du Criacé, je m'en occupe plus depuis un grand moment. Jean-Michel devait s'en occuper, il s'en occupe pas non plus, donc j'ai un peu abandonné. Enfin, j'ai un peu laissé courir pour le moment parce que j'avais d'autres objectifs. D'accord. Bien. Je vous remercie de votre présence, de ce que vous avez pu dire, et j'espère que les internautes apprendront beaucoup de choses à partir de rien finalement, puisque beaucoup de gens ignorent tout ça, et ce sera une bonne occasion de leur permettre d'avoir une initiation et de comprendre un petit peu, d'avoir les yeux aussi. Je sais pas, mais en tout cas,
c'est bon de penser, c'est bon de réfléchir, c'est bon d'échanger. Et ce qu'on pense aujourd'hui, c'est pas forcément la vérité, mais en tout cas, c'est un cheminement. Et c'est intéressant d'avoir un cheminement, et un cheminement ne s'arrête jamais. Donc si demain, je regarde une de vos émissions, vous aurez interviewé 2 personnes qui apporteront de l'eau à notre moulin, c'est merveilleux, quoi. C'est ça, c'est l'échange qui nous fabrique, c'est ça, c'est la culture, c'est ça la culture. Et il faut pas avoir peur de se tromper, il faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense, même si on se trompe, ça fait rien. Je veux dire, au contraire, c'est pas grave. C'est un cheminement. Dans ses actes. Et voilà. Exactement. Aujourd'hui, dans la politique, moi je fais un peu de politique, et quand on écoute ce que disent les journaux, ça, mais comment ça, il y a 100 000 adhérents à votre parti, 100 000 adhérents qui pensent pas la même chose. Heureusement qu'on n'est pas, ou même s'il y a 3 adhérents, heureusement qu'on n'est pas 3 adhérents à penser la même chose. Je veux dire. Bon, évidemment que personne ne pense la même chose, mais c'est ça qui est magnifique. Des convictions et des avis avec un tronc commun. On a un tronc commun, et puis derrière, on a des divergences. Mais heureusement qu'on n'est pas des robots, on n'est pas là pour. Je suis pas là pour penser la même chose que Robert. Robert ne pense pas la même chose que moi. Enfin, je veux dire. C'est justement ce qui fait l'avantage justement de ça, c'est justement qu'il y a des choses auxquelles un n'a pas pensé et l'autre y a pensé parce qu'il était confronté à ce problème-là, et dit mais on a oublié de mettre ça dans le pont commun. Et effectivement, il faut qu'on en discute. Donc à mon tour de vous remercier, parce que effectivement pour nous c'est un point intéressant de pouvoir diffuser les informations que nous avons collectées depuis de nombreuses années maintenant. Et puis voilà, donc on est à disposition de tout le monde pour poursuivre si nécessaire. Oui, merci bien. Donc on fait des conférences. Donc la conférence gaz de schiste TAFTA. On se déplace, c'est gratuit, profitez. Après, moi, à la limite, ce que j'aimerais, c'est je vais regarder un petit peu pour les enregistrements, tout ça, pour faire ça de manière. Je vais essayer de le bosser nickel cool pour que ce soit bien propre. Et puis, si on peut l'alimenter en